merci à tous, à toutes et à tous d'être présents à cette réunion donc, sur le thème de la loi AGEC, VHU, sur lequel on débat depuis maintenant quelques années, bientôt 5 ans, avec des hauts débats. On a toujours bon espoir, ça se met en place, mais c'est très très difficile. On vous propose une réunion aujourd'hui avec un constructeur automobile, une fois n'est pas coutume, qui a proposé un système de gestion de cette loi AGEC via un éco-organisme, ce qui satisfait l'ensemble des récupérateurs que nous sommes, que vous êtes, tant les centres VHU, je rappelle la filière VHU, c'est les centres VHU, les CVHU et les broyeurs qui sont associés. Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui donc un constructeur automobile sur notre estrade. Je vais vous en parler après, vous le présenter. Vous rappelez que donc cette loi AGEC est très compliquée, qu'à notre avis elle aura beaucoup de mal à s'appliquer. On en parlera dans ces débats. Et on va voir un petit peu comment faire au mieux, au plus simple. Est-ce qu'on n'aurait pas dû prendre d'autres chemins? On va voir ça aujourd'hui. Alors je vous présente donc la table. Donc je vous laisse vous présenter peut-être. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jérôme Berthelot, BMW Groupe France, donc chef des services techniques au pluriel, qui inclut toute la branche environnement et recyclage VHU. Bonjour à tous, je suis Nicolas Brec et je suis actuellement en charge de la direction générale de Recycler mon véhicule. Ça fait maintenant un peu plus de 5 mois et nous allons accueillir mi-décembre Vanessa Montagne qui est dans l'Assemblée comme nouvelle directrice générale de Recycler mon véhicule. Bonjour, Olivier Le Fichou, je fais partie du groupe Guyot Environnement, donc on a un outil de broyage en Bretagne. Et je suis également président de la filière métal de Fédérec. Voilà, bonjour, moi je suis Fabrice Henriot, je suis le président de Alocas Auto, centre VHU en région parisienne, et vice-président de la branche déconstruction automobile de Fédérec. Merci messieurs. Oui, donc l'intérêt de cette... Ah, je me présente. Oh, pourquoi il y en a qui ne me connaissent pas? Jean-Pierre Labonne, donc je m'occupe de la filière déconstruction VHU au sein de Fédérec. Et donc, oui, on a un sujet très compliqué depuis 5 ans. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu convivial, entre guillemets, puisqu'on a, sur cette réunion, se veut un peu un happening, un peu un état des lieux, sans trop d'opposition, de discussion. Il se trouve que le partenaire que nous avons invité aujourd'hui correspond en fait à un cahier des charges que nous aurions aimé pouvoir écrire. Et donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite et questionner donc sur la motivation effectivement d'un constructeur automobile comme BMW d'aller vers un éco-organisme. Je ne vais pas vous rappeler aujourd'hui le panel des systèmes individuels, enfin des prestataires de systèmes individuels et de l'éco-organisme. Vous avez 3 prestataires de systèmes individuels, Trace Auto, Valor Auto et Indra, qui travaillent en tout pour une trentaine de marques. Et puis vous avez un éco-organisme qui nous dira combien de marques il a aujourd'hui. Et donc je passe la parole tout de suite à un constructeur automobile comme BMW, qui va nous expliquer pourquoi une marque comme BMW n'a pas décidé de passer par un système individuel, pourquoi elle est à l'origine effectivement de la création d'un éco-organisme, et après on tirera les conclusions pour savoir pourquoi finalement tout le monde n'a pas fait de la même façon. Merci. Merci bien. Alors, on est passé par plusieurs phases, clairement. Le sujet du VHU, c'est un sujet qu'on connaissait de manière globale donc depuis quelques années dans l'ancienne réglementation. Donc on avait un maillage de centres VHU qui était déterminé et puis il y a cette nouvelle réglementation qui est arrivée. Et donc comment on regarde cette nouvelle réglementation? Il y a un cahier des charges, il y a des règles à respecter et on va chercher à se rattacher à ce qui fait la renommée de nos marques. J'ai envie de dire donc la rigueur dans un premier temps, donc la conformité dans un second temps et le partenariat dans un troisième temps. Alors rigueur et pragmatisme, ça c'est clairement attaché à nos marques BMW Mini et BMW Motorrad. Donc
Voilà, on analyse les choses, on prend les choses de manière pragmatique et pour être efficace, les plus efficaces possibles. Mais il y a une donnée qui a fait son apparition ces dernières années, c'est la rigueur et la conformité. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre de faire quelque chose qui n'est pas en conformité avec la réglementation, en conformité avec nos valeurs et voilà, il faut qu'on soit vraiment tout à fait OK avec ça. Et c'était vraiment ce qui a guidé notre choix, c'est-à-dire de faire des choix, des décisions, de prendre des décisions qui étaient valides juridiquement et qui accompagnaient notre démarche. Et enfin, la troisième partie, et qui est aussi la plus importante, c'est le partenariat. Alors je ne sais pas si vous avez vu ou si vous êtes au courant des résultats de la cote d'amour des constructeurs, mais les marques BMW et Mini sont aux deux premières places. C'est quoi la cote d'amour des constructeurs? C'est le réseau, c'est nos concessionnaires qui notent le partenariat avec la filiale, avec le distributeur, en disant, voilà, ils nous accompagnent, ils sont à nos côtés, ils nous aident, alors dans les bons et les mauvais jours, donc on est toujours là. Et on voulait reproduire cette démarche-là à travers la création de l'éco-organisme, parce qu'on s'est rendu compte que nous, on ne va pas chercher à révolutionner un système qui fonctionne. Il y a un système qui fonctionne, qui est établi, il y a des acteurs qui sont en place, qui fonctionnent, les résultats sont là, et les attendus sont là. Et donc deux solutions, soit on part tout seul, on cherche à quelque part réinventer la roue, ou alors on s'associe à d'autres personnes, parce qu'on a découvert à travers cette prospection que d'autres personnes avaient la même vision que nous, et que tout ça, ça pouvait être mis en musique à travers un prestataire qu'on avait depuis des années, qui était la société Trasauto. Et donc c'est pour ça que nous avons décidé de nous lancer à travers l'initiative de notre président, Vincent Salimon, sur la construction de l'éco-organisme. Donc on n'est pas simple adhérent, c'est-à-dire qu'on aurait pu signer en bas de la feuille en disant c'est bon, on est adhérent à l'éco-organisme. Non, on a cherché à impliquer ces valeurs-là dans la construction de l'éco-organisme, dans la construction du contrat et dans la notion de partenariat qu'on souhaite donner à cet éco-organisme. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est les grandes lignes de conduite qu'on a cherché à respecter et qu'on continue à appliquer, puisque Vincent Salimon est président du conseil d'administration de l'éco-organisme et donc veille au quotidien à ce que ces grandes lignes soient maintenues tout au long de ces prochaines années. Merci Monsieur Berthelot. Oui, vous avez utilisé souvent l'expression quelque chose qui fonctionne. Donc je rappelle que la filière VHU en France fonctionne très bien depuis des années. Les objectifs européens étaient atteints. On est depuis quelques années au-delà des 95% demandés par la directive européenne. La gestion des datas fonctionne. Les relations économiques entre les différents acteurs fonctionnent très bien. Il n'y a pas de sollicitation économique de l'un vers l'autre. Et donc la première question, c'était effectivement pourquoi remettre en cause, pourquoi bouleverser un système qui fonctionne si bien. Et le fait effectivement d'avoir un éco-organisme permet un peu une durée de ce fonctionnement, sachant qu'on va quand même vers des difficultés dont je ne vois pas aujourd'hui l'issue. Si on prend juste par exemple la gestion des datas, aujourd'hui les centres VHU et les broyeurs remontent des données à l'ADEME. L'ADEME consolide et fait donc une analyse et une statistique nationale depuis maintenant une vingtaine d'années. Demain, ces datas n'arriveront plus a priori à l'ADEME, qui a été prolongée pour 2 ans, je vous rappelle, parce qu'effectivement, aujourd'hui, je pense que la DGPR se rend compte que le système tel qu'il est proposé ne peut pas gérer la data nationale. Donc l'ADEME est prolongée 2 ans. On aura un problème de toute façon si jamais l'ADEME s'arrête en 2026 ou 2027, parce que comment va-t-on pouvoir cumuler et recueillir toutes les datas de chaque marque, les consolider de façon confidentielle et effectivement les amener sur un niveau national en comparaison aux autres données des autres pays. Il y a une vraie question, qui aura les datas, comment on va se les échanger, les centres VHU auprès de qui vous allez remonter vos datas, 1, 2, 3, 4 éco-organismes, 5, 6, 20, on ne sait pas encore, et comment ce sera après tout ça consolidé. Donc voilà, ce problème de data est un problème important, on en citera d'autres en passant tout à l'heure, mais la solution de l'éco-organisme qui va gérer en fait toutes les marques, je rappelle que le fait d'adhérer à un éco-organisme permettra au centre VHU de gérer toutes les marques de tous les véhicules, de roues ou véhicules légers. Peut-être pour le fonctionnement de l'éco-organisme, le fonctionnement plus pratique, plus concret, je vais passer la parole à Nicolas, qui a écrit, je crois, tout le détail du fonctionnement de cet éco-organisme.
Oui, alors j'ai pas écrit personnellement, j'ai beaucoup participé et accompagné une personne qui n'a pas pu se rendre présent aujourd'hui, mais qui s'appelle Jérôme Poirot, aux côtés d'Adina Argeriou, qui à l'époque ont rédigé avec les conseils dont il bénéficiait aussi, l'ensemble des éléments contractuels de Recycler mon véhicule, et qui ont posé aussi les bases de cette proposition faite aux constructeurs qui souhaitaient rejoindre l'éco-organisme. On était en janvier 2024. L'obligation de faire une demande d'agrément assez vite, que l'on a obtenue le 8 avril, et qui se positionnait comme un éco-organisme financier et pas opérationnel. Donc c'est important, puisque ça rejoint ce que disait Jérôme, la volonté de ne pas interférer avec les flux opérationnels, mais bien de se concentrer sur les obligations réglementaires au sens strict, qui sont connues de tous puisqu'elles sont disponibles dans le Code de l'environnement, et dans la section éco-organisme, de s'attacher à répondre à tous les points qui sont nombreux, qui sont très complexe, puisqu'il se concentre sur la nature même des véhicules, que ce soit la composition de l'automobile, mais aussi des 3 roues, des quadricycles à moteur, des voitures sans permis, des 2 roues de toute forme. Donc des évolutions réglementaires aussi qui ont fait que certains metteurs sur le marché avaient la nécessité qu'un éco-organisme voit le jour, parce qu'aujourd'hui, moi je vous encourage à aller sur le site recyclermonvéhicule.fr. Vous verrez que dans la liste des adhérents, vous avez des marques connues de tous, et puis vous avez aussi des metteurs sur le marché qui sont moins connus du grand public, des cyclomoteurs de toutes origines, et qui, pour être conformes réglementairement, avaient la nécessité de contacter un éco-organisme, parce que par la construction et les modalités de vente de ces gens-là, bien évidemment, ils n'étaient pas capables de répondre en système individuel à ces règles, des règles de caractérisation, des études à mener en collaboration avec l'ADEME, avec d'autres constructeurs éventuellement, donc des choses très complexes qui vont au-delà de vos actions opérationnelles aussi, de nouvelles contraintes en termes de performance environnementale que vous connaissez avec les fameux 85 et 95% à atteindre, mais aussi des attendus sur le verre qui doit progresser, qui doit s'établir et progresser, et qui ne peut plus être traité de la même manière qu'avant. Sur le plastique aussi, des gros attendus, sur les fluides frigorigènes, et puis évidemment sur la production de pièces issues de l'économie circulaire en général, donc des taux à atteindre là encore, sur lesquels bien évidemment l'éco-organisme est bienveillant et force de proposition pour essayer de ne pas complexifier la filière, mais pour autant il y aura aussi des obligations pour chacun d'entre vous pour rester et s'inscrire dans ces standards durablement, parce que c'est une trajectoire qui se donne là. Hein, je ne vais pas épiloguer sur les nouvelles contraintes environnementales, mais l'idée était bien à la fois de ne pas toucher à ce qui marche, et en même temps d'amener nos partenaires sur des phases de progrès qui sont attendues par l'ensemble de notre société désormais, que ce soit au niveau des centres VHU et en collaboration évidemment avec les broyeurs. Ce que je peux préciser peut-être, c'est qu'à l'heure actuelle, on a une petite centaine de contrats. On a 98 contrats signés. J'ai vérifié juste avant de rentrer là, dans la conférence. On a 50 contrats qui sont actuellement à la signature chez des centres VHU partenaires. Et j'ai fait libérer en début de semaine tous les contrats qui étaient un petit peu complexes, puisque non pas représentés par une personne morale, une personne physique, pardon, mais par une personne morale. Donc là aussi, des points de droit à étudier de notre côté avant de libérer la signature, et de savoir qu'il y a une centaine de contrats qui vont passer à la signature incessamment sous peu pour des durées de 3 ans. Et puis on a une masse aussi de demandes qui, pour telle ou telle raison, ne sont pas strictement en correspondance avec l'exigence contractuelle sur 3 ans, et donc qui passeront sur 1 an, et qui vont être libérés là aussi dans les jours et les semaines à venir. Donc on est sur un plan de marche qui a pas... On a 550 demandes au total. Pardon ? On a 550 demandes que l'on gère, et que l'on gère d'un point de vue contractuel à la demande de nos adhérents. Peut-être, Nicolas, préciser les niveaux en fait de contrat avec vos partenaires centres VHU. Donc je crois qu'il y a 2 niveaux ou 3 niveaux pour pouvoir... voilà, et donc ce serait peut-être bien d'éclaircir un tout petit peu ce point. Alors pour le coup, ce contrat a été rédigé d'une très belle manière, un peu technique à mon goût, mais c'est un contrat qui, par sa propre écriture,
déterminer une durée de 3 ans ou de 1 an. Donc j'invite ceux qui sont concernés à évidemment en prendre connaissance sur le site internet. On a une zone « Je suis un centre VHU » et vous pouvez accéder au modèle contractuel, que ce soit celui pour être dans un contrat de collecte et un contrat de recyclage. Au sein de ce contrat, vous verrez que en fonction de votre capacité à respecter un certain nombre de critères qui sont au nombre de 5, étant entendu que tout ce qui est lié à la respectabilité est atteint, en fonction de votre capacité à atteindre ce fameux taux de PIEC, de production de pièces de réemploi de 10%, suivant si la configuration et la configuration de votre site d'exploitation, vous produisez une certaine quantité de pièces ou vous en produisez moins, et en fonction de ça, le contrat dure sur 3 ans ou il dure que sur un an en fonction de ça, et de votre capacité à justifier la raison pour laquelle vous ne respectez pas ce taux, étant entendu que les cas liés à un démarrage d'activité, à une reprise d'activité, à un sinistre qui aurait pu perturber l'activité sont énumérés et donc sont à votre... à vous de les expliquer pour qu'on puisse prendre en compte ces éléments et de fait partir sur un an. Peut-être qu'on peut, par rapport à la question, vous avez combien aujourd'hui de constructeurs adhérents à votre... Alors on a 30 metteurs sur le marché, 30 contrats adhérents de metteurs sur le marché dans les typologies que j'évoquais, et ils représentent 45 marques automobiles, de véhicules, pardon, de tout type. Et ah oui, alors, recycler mon véhicule, en tant qu'éco-organisme, ne gère pas la notion de marque de véhicule. C'est un principe dans lequel on gère sur le portail et dans le cadre général, les véhicules de toutes les marques, puisqu'il n'y a pas de distinction de marque. On a des adhérents de certaines marques qui contribuent pour une certaine mise sur le marché, qui donnent un budget à l'éco-organisme, et sur ce budget-là, l'éco-organisme derrière mène son action sans distinction de marque. Voilà, je voudrais rappeler 2 choses. D'abord, l'éco-organisme, c'était quelque chose d'obligatoire, parce que vu la loi AGEC, vu le nombre de metteurs en marché, vous avez des gros constructeurs qui ont des grosses parts de marché, et vous avez plein de petits constructeurs qui ne sont pas forcément en France, ailleurs, qui sont soumis à cette loi AGEC. On ne peut pas imaginer que les petits metteurs en marché allaient chacun monter leur propre système individuel. Donc l'éco-organisme, c'est une structure qui était attendue et qui est logique. Donc rappelons ensuite que cette loi AGEC, le décret et la loi elle-même, je vous rappelle que FEDEREC a toujours 2 recours contre cette loi et ce décret, en fait, modifie complètement le fonctionnement de vos métiers, puisque à partir de maintenant, pour pouvoir exercer votre métier, traiter des VHU, vous devez avoir signé un contrat avec un système individuel ou un éco-organisme. Si vous n'avez pas signé un contrat avec l'un ou l'autre de ces organismes, vous ne pourrez plus exercer votre métier. C'est d'ailleurs un des points forts que FEDEREC a soulevé par rapport à une des motivations initiales de la loi AGEC, qui est la lutte contre la filière illégale. Depuis le début, nous expliquons aux autorités qu'au contraire, cette loi va faire exploser la filière illégale, parce que sur les 1700 centres, admettons qu'il y en ait 1500 qui veuillent continuer de travailler, il n'y en aura que 800 ou 900 dans le meilleur des cas, qui auront un contrat avec un éco-organisme ou un système individuel. Donc il y en a un paquet qui vont devoir s'arrêter. Et à notre avis, ils ne vont pas s'arrêter. Donc la filière illégale va se trouver renforcée par cette loi. Donc c'est un des principaux arguments que nous invoquons pour calmer un petit peu les ardeurs de la DGPR. Avant de passer la parole à mes collègues de droite, je voulais juste aussi vous rappeler que le métier va évoluer sur les qualités des produits que vous préparez. Vous allez devoir travailler beaucoup plus de plastique, notamment au démantèlement, un démantèlement manuel. Et puis le verre, ça arrive aussi, on va avoir dans les textes, on va avoir des taux de verre supérieurs à atteindre. J'ai dans l'idée qu'en fait le verre, ça va se comporter un peu comme les pneus. Quand on a vu arriver l'obligation de démonter les pneus sur les VHU,
on risque de voir arriver rapidement l'obligation de démonter au moins les pare-brises dans un premier temps, avec quelque part peut-être une prestation à zéro pour enlever les verres, comme on l'a aujourd'hui à peu près pour le pneu. Voilà, je vais passer la parole à Olivier, qui s'occupe de la filière métal chez Fédérec, parce que le métal, même si les VHU ne représentent qu'un pourcentage des tonnages qui rentrent sur les broyeurs, ça reste une préoccupation. Et donc je voudrais que le leader, le président de cette filière métal s'exprime sur le sujet du VHU. Moi, j'aurais préféré que les centres VHU s'expriment avant, parce que dans la chaîne, en fait, on va dire, de valeur, c'est le centre VHU avant le broyeur. Je suis d'accord, d'autant plus qu'il faut toujours garder le meilleur pour la fin. Donc, centre VHU. Bon, moi, je connais le métier depuis très longtemps. Enfin, ma société, hein, je suis un peu plus jeune que l'entreprise qui a presque 60 ans. C'est toi, AGEC, elle vient, je reprends un petit peu ce qui a été dit précédemment, mais elle est liée à un aspect législatif. Elle vient perturber le fonctionnement d'une filière qui fonctionnait très bien, que ce soit en amont avec les constructeurs, les représentants des constructeurs, les centres VHU eux-mêmes, en aval les broyeurs. On se demande bien ce que notre gentille législation française est venue faire au milieu de tout ça. Néanmoins, maintenant, elle est là, cette législation, donc on n'a pas d'autre choix que de l'appliquer. Elle s'applique à nous, elle s'applique aussi aux constructeurs automobiles. Donc le but, c'est pas non plus de jeter la pierre à l'un ou à l'autre. On a la chance, effectivement, je pense, d'un point de vue fonctionnel, d'avoir un éco-organisme qui existe. On le rappelait tout à l'heure, nos agréments disparaissent. On s'est battu pendant des années pour être le point d'entrée de la filière. C'est un combat qu'on a mené avec Mobiliance. Mais Fédérec était là aussi. On a obtenu cette possibilité-là. Aujourd'hui, on nous dit vos agréments, votre dossier administratif ne vaut plus rien. Il est remplacé par une signature avec soit un éco-organisme, soit un système individuel qui peut potentiellement être lié avec une relation commerciale, ce qui peut inquiéter. Je sais qu'on en a beaucoup parlé dans la profession. Je vais le dire clairement, le délit de sale gueule, il n'a rien à faire ici. Quelqu'un qui travaille, qui a investi, qui a une entreprise, qui a une famille, qui a des crédits, il n'y a pas de raison que demain, il n'ait plus le droit de travailler juste parce qu'il n'a pas signé avec un tel ou un tel. L'éco-organisme répond un peu à cette question-là, puisqu'il impose effectivement pas de cahier des charges particulièrement difficile par rapport à l'existant. Donc en signant avec un éco-organisme, on préserve la possibilité de travailler et de continuer à traiter les VHU, de continuer à travailler avec nos partenaires. Néanmoins, de l'autre côté, il ne faut pas oublier que nos constructeurs, même si pour certains ils ont décidé de se mettre en système individuel, ils ont eux aussi des contraintes réglementaires, légales, et que l'idée c'est quand même de faire en sorte que ce soit des Renault, des Stellantis, des Opel, des BMW ou autres, on arrive à atteindre nos 95% et à continuer à travailler correctement, et la pièce détachée qui est protégée par le décret, mais aussi la matière, sur lequel il y a un gros débat, et Fédérec s'est très clairement positionné sur la protection de la matière. Voilà, pour moi, et ce que me pose souvent, la question que me posent mes confrères dans la profession, parce que ça fait moins 15 ans que je les représente au sein de Fédérec, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut signer avec l'éco-organisme, il faut signer avec les systèmes individuels, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ma position elle est claire, il faut essayer de travailler avec tout le monde. L'éco-organisme, c'est assez simple, on a un cahier des charges, encore une fois, je le répète, qui est assez proche de ce qu'on faisait jusqu'à présent. Alors effectivement, pour certains acteurs qui ne faisaient pas de pièces détachées, il y a une obligation de s'y mettre, mais ça fait partie de l'économie circulaire, ça fait partie de l'évolution de notre société. Le contrat est assez ouvert, il y a un délai pour mettre les choses en place, donc il va falloir que tout le monde y aille sur l'économie circulaire. Je rassure les éventuels ferrailleurs, et c'est pas péjoratif, j'ai été ferrailleur très longtemps, on peut faire de la pièce avec de la voiture, c'est pas impossible à faire, surtout que les contraintes ne sont pas énormes sur les débuts de contrat. De l'autre côté, il faut penser aussi que on a cette obligation d'atteindre ensemble ces taux-là. Donc la difficulté majeure avec les systèmes individuels, c'est leur multiplication. Moi, j'ai de la chance, je connais bien les deux gros constructeurs français, ça fait longtemps que je travaille avec eux, on étudie les contrats. Moi, ce qui m'inquiète très personnellement, et on en discute avec ces constructeurs, on en discute au sein de Fédérec, c'est la multiplication des cahiers des charges. Et effectivement, répondre à 15 ou 16 cahiers des charges différents
avoir des obligations liées à 15 ou 16 contrats différents, avoir des audits qui sont liés à 15 ou 16 acteurs différents. On va passer notre vie, c'est ce qu'on a un peu l'impression, à faire des petits tas de matières, à faire des audits, à faire du reporting data à gauche, à droite, en fonction des besoins des uns et des autres. Et en fait, c'est là où moi, je pense qu'en tant que syndicat et représentant de la profession, on doit le dire à nos partenaires, éco-organismes, mais aussi constructeurs, il ne faut pas les oublier. Mettez-vous d'accord. On fait des propositions hein, pour avoir ce qu'on appelle un CTO, par exemple, un comité d'organisation, qui permettrait d'avoir des instances uniques pour faire des audits, des regroupements de remontées de data qui seraient uniques, qui remonteraient à une instance dédiée, qui serait ensuite reportée vers les différents constructeurs. Et je pense que l'inquiétude de notre profession, elle est là. Mais encore une fois, comme tout le monde a des obligations et que tout le monde est obligé de respecter la législation, je pense qu'il y a une intelligence collective qui fera qu'à un moment ou à un autre, soit on n'aura plus qu'un énorme éco-organisme qui regroupera tous les systèmes individuels, soit tout le monde arrivera à avoir le bon niveau d'intelligence pour qu'on arrive à tous travailler ensemble et surtout maintenir la rentabilité de notre marché, puisque c'est quand même ce qui nous fait lever tous les matins. Hein. C'est pas uniquement de venir dire bonjour à Polytech, à tous les gens qui viennent visiter le salon, mais c'est de pouvoir rentabiliser nos entreprises et continuer à développer nos marchés. Alors, moi, en tout cas, c'est ma position en tant que centre VHU. Merci Fabrice. Oui, je vous avais parlé des combats entre guillemets de Federec, je vous avais parlé de la gestion de la data hein, sur laquelle on planche. Un autre, c'est aussi, Fabrice l'a évoqué, la quantité d'audits que les centres vont avoir. Hein. Si vous travaillez avec 20 centres, avec 20 systèmes individuels éco-organismes, eh bien vous aurez une vingtaine d'audits, c'est-à-dire en moyenne un mois par an à temps plein pour recevoir les auditeurs. Je ne parle pas des caractérisations après. Hein. Vous imaginez que si chaque marque veut savoir quelle est la quantité d'huile qui a été démontée sur ses voitures, quelle est la quantité de pare-choc, la quantité d'aluminium, etc., ça va être très très compliqué. Le combat principal que Federec mène dans le cadre de cette loi AGEC, c'est un petit détail qui s'appelle le droit de préférence, donc qui est évoqué dans les contrats proposés donc, par les systèmes individuels au centre et aux broyeurs. Et ce droit de préférence, quelque part, chez Federec, on est arc-bouté. On ne veut pas que ce droit de préférence soit évoqué dans le cadre des contrats de traitement de VHU. C'est-à-dire que c'est pas une épée de Damoclès, c'est pas un prêté pour un rendu. Le traitement du VHU, c'est une chose. Ensuite, la valorisation des pièces, on a sorti ça effectivement des contrats de traitement. Par contre, la valorisation de la matière, elle reste dans ces contrats via cet article qui est baptisé souvent droit de préférence. Donc ce droit de préférence, cette mainmise à terme, aujourd'hui effectivement, comme nous le disent certains constructeurs, c'est négligeable, c'est éventuellement pas vraiment intéressant, mais on se doute que très vite ça va devenir de plus en plus prégnant, prenant. Donc on est vraiment arc-bouté, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 recours contre des contrats types qui ont été déjà proposés et amendés. Et donc cette guerre contre pour nous opposer à cette mainmise sur la matière, c'est notre principal aujourd'hui fer de lance. Et donc c'était peut-être une bonne introduction pour passer maintenant la parole au récupérateur. Disons que tu as sorti tous mes arguments, donc plus avoir grand-chose à dire. Moi, je vais me positionner en tant que broyeur, représentant des broyeurs. Alors déjà, dans la loi AGEC, n'impose pas un contrat avec le broyeur. Donc aujourd'hui, c'est le cas en fait de l'éco-organisme. On n'a pas de contrat avec l'éco-organisme. Donc les centres VHU ont la liberté d'envoyer dans les centres VHU qui sont en contrat avec l'éco-organisme, ont la liberté d'envoyer leur VHU, une fois dépollué, une fois traité selon le contrat qu'ils ont avec l'éco-organisme, ont la liberté de l'envoyer vers le broyeur de leur choix. Donc ça c'est la première chose. Les systèmes individuels, donc en effet aujourd'hui on voit leur multiplication. Et nous, en qualité de broyeur, c'est une vraie difficulté parce qu'on va se retrouver avec quasi une vingtaine de systèmes individuels.
Et aujourd'hui, pour faire un audit, donc on sera audité par les 20 systèmes individuels, un audit pour un broyeur, c'est 2 jours. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'on arrêtera nos outils de production 1 mois par an, minimum, rien que pour répondre aux exigences des systèmes individuels. Donc déjà, nous, ça nous pose une difficulté. Comme l'a dit Jean-Pierre, il y a une autre difficulté qui arrive dans ces contrats, enfin 2 autres difficultés, c'est la data, c'est-à-dire que la donnée qu'on va nous produire, qui nous appartient aujourd'hui, on doit la laisser libre en fait à tout le monde. Donc ça c'est une chose alors, qui nous dérange, mais on comprend très bien. Et aujourd'hui, cette data-là, nous, on la remonte à l'ADEME, et c'est l'ADEME qui l'a. Donc demain, c'est de bien articuler cette problématique-là. Et le sujet tu employais le terme de guerre, oui, qui est un vrai problème pour nous, c'est la propriété de la matière. Alors pourquoi c'est un problème? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait la valeur, nous, de nos broyeurs. C'est ce qui nous permet de réinvestir derrière. Et aujourd'hui, si on se cantonne à lire le contrat d'un système individuel, ben, plus on investit sur nos broyeurs et plus on sera pénalisé. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, sur nos broyeurs, quand on broie des VHU, on produit du refus de broyage automobile dans lequel il reste des métaux. Et aujourd'hui, nombre de broyeurs en France ont créé des lignes de tri pour aller chercher le maximum de métaux dans les RBA. Plus on va loin, plus en fait le système individuel viendra chercher cette matière chez nous. Donc aujourd'hui, nous, on investit, ce que souhaite ou ce que essayent de faire les SI, c'est de récupérer cette matière qui fait la valeur de nos entreprises. Donc demain, quel sera notre intérêt pour nous à investir sur nos outils? Ben, franchement, si on va au bout du concept, aujourd'hui, nous, en tant que broyeurs, si à un moment donné, on n'arrive pas à faire bouger les lignes avec les contrats des systèmes individuels, ben, voilà, nous, on se retourne vers l'éco-organisme qui, aujourd'hui, nous impose simplement la réglementation. Voilà ce que je peux dire. Merci Olivier. Peut-être, avant de vous passer le micro pour des questions, vous parlez de l'incohérence en fait de cette loi AGEC. Hein, c'est ce qui nous fait réfléchir ce qui nous préoccupe depuis maintenant 3-4 ans. On se doute que certaines attentes de la loi AGEC ne seront pas possibles, ne sont pas réalistes, ne sont pas réalisables, notamment cette gestion des datas. Et jusqu'à maintenant, les données, donc l'analyse de vos VHU, vous remontiez les données, les centres VHU et les broyeurs vers l'ADEME qui consolidaient tout ça. Ce qui fait que des broyeurs, en fait, sont impliqués dans la gestion des VHU, même si ils ne sont pas obligatoirement agréés pour le VHU ou ils étaient quand même pris à partie par l'ADEME pour avoir de la data sur le complément donc, de l'action de tri des non-ferreux que vous avez sur les centres VHU. Et en fait, aujourd'hui, dans cette nouvelle loi AGEC, les broyeurs ne sont pas pris en considération, ils ne sont pas acteurs pour le traitement du VHU. Par contre, on fait un amalgame aujourd'hui qui pareil, nous dérange, un amalgame sur le fait qu'on prend un peu en otage, effectivement, les broyeurs dans ce tout pour pouvoir continuer d'avoir de la data. Et c'est pas le but, hein. Aujourd'hui, ça marche bien. Et nous proposons d'ailleurs chez Federec, on va écrire à la DGPR à nouveau, proposer de conserver le mode de fonctionnement de l'ADEME de façon à simplifier, à passer par-dessus tout, pour ne pas rentrer dans chaque détail de chaque système individuel ou de chaque éco-organisme. Voilà, donc moi, ce terme d'incohérence sur la loi AGEC, je voulais vous le partager. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que à la table, vous avez encore des choses à ajouter? Il y a des questions? Je fais l'imbécile, mais j'ai 2 questions. Vos 550, 600 candidats potentiels, quelle est leur répartition géographique? Parce qu'au niveau de la direction de Federec, c'est ça qui nous importe, la répartition géographique sur l'ensemble du territoire. Deuxièmement, votre budget, c'est donc les éco-contributions
des constructeurs, des metteurs en marché. Et la réponse, c'est qu'est-ce que vous faites de votre argent? La question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre argent? Écoutez, on est dans l'action. On a lancé l'action opérationnelle depuis le mois de juin. Et moi, aujourd'hui, ce serait de vous mentir, de vous dire que je connais parfaitement la répartition géographique des 550 candidats. Il se trouve que quand je regarde rapidement ces éléments-là, je vois bien que c'est toute la France et les territoires d'outre-mer qui postulent, hein, puisqu'il y a aussi cette dimension-là et qu'on est très attaché aussi sur ce point. Et je peux vous confirmer qu'il y a des demandes de territoires de centres VHU qui sont basés dans les territoires d'outre-mer qui postulent. Aujourd'hui, les fondamentaux de recycler mon véhicule et dans le démarrage qu'on a connu avec le constructeur, qui m'a beaucoup épaulé dans ce démarrage, c'est d'assurer la structure, la création même de recycler mon véhicule. Comme je vous le disais, on a dans l'Assemblée Vanessa Montagne qui nous rejoint mi-décembre. J'ai une collaboratrice qui est arrivée début novembre, j'en ai un autre qui arrive début décembre là, pour créer ce noyau et créer une structure qui soit pérenne, qui puisse répondre aux attentes de la filière, que effectivement ces contrats sortent et puissent être signés, que surtout la prestation de collecte sans frais au dernier détenteur est assurée depuis le début de l'agrément de recycler mon véhicule et même de manière antérieure, c'est-à-dire qu'au vis-à-vis du particulier, qui est le premier service que l'on doit, les actions sont menées depuis le 1er janvier 2024, qu'on a des demandes qui se présentent aujourd'hui tous les jours sans communication particulière et sans publicité particulière sur notre site et qu'on s'attache à y répondre de la meilleure des manières avec le concours de certains d'entre vous déjà, et fort de ça, de permettre de se projeter dans le futur avec le budget qui est le nôtre. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est attendue à fin 2024 et conforme à ce qui était annoncé dans le dossier de demande d'agrément. Donc au moment où on se parle, on ne fait ni plus ni moins que de respecter l'engagement qui a été pris au moment de la demande d'agrément, à savoir mi-mars, sans avoir connaissance encore de tout ce qui nous attendait à ce moment-là. Voilà ce que je peux vous dire. Merci Nicolas. D'autres questions? Merci. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'aujourd'hui, parmi les 1700 centres VHU agréés, seuls 600 ou 700 parmi eux auront contractualisé avec les SI, les éco-organismes, et pas les autres? En fait, j'ai du mal à comprendre. En fait, il y a une demande dans la loi AG qui a un objectif de taux de réutilisation, de réemploi. Et effectivement, les centres qui aujourd'hui démontent de la pièce détachée, font de la pièce détachée, ben, ceux-ci sont déjà dans l'air du temps, sont déjà dans l'économie circulaire et seront quasiment tous sélectionnés, retenus par les systèmes individuels ou les éco-organismes. Par contre, les centres, les petits centres qui ne font que, qui reçoivent des vieilles voitures, par exemple une Twingo qui a 25 ans, à part la dépolluer et traiter la matière, il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui sur ce produit. Et donc, si on fait le total, je crois que d'après Mobiliance, il y a 900 centres qui font de la pièce détachée. S'il y en a 1736 ou 46 agréés, il y en a beaucoup qui n'en font pas. Et donc, c'était un de notre grosse action auprès des metteurs en marché, donc des marques. Ça a été de leur expliquer qu'il ne fallait pas exclure les gens qui ne font pas beaucoup de pièces ou peu de pièces, parce que ces gens-là quelque part, ont un rôle obligatoire dans des régions qui sont un petit peu perdues. Ils sont agréés, ils font de la dépollution, ils reçoivent le véhicule, ils font de la destruction certifiée de la carte grise, et pour autant, ils ont le droit de continuer de travailler, même s'ils ne font pas beaucoup de pièces. Alors qu'on leur demande de faire des efforts, de s'associer avec des gens qui font de la pièce, de se structurer pour faire un peu plus de pièces. Ça, c'est normal. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le contrat de recycler mon véhicule. Mais on ne peut pas exclure aujourd'hui tous ces acteurs de la filière qui font leur travail de façon correcte et reconnue depuis des années. Et si demain, ils ne sont pas retenus par aucun des systèmes individuels ou éco-organismes, eh bien, ils vont mettre la clé sous la porte. Ouais, ils ne la mettront pas sous la porte, évidemment. Après, si je devais juste compléter la réponse de Jean-Pierre, vous dire aussi qu'on s'aperçoit qu'un certain nombre d'acteurs, par la contrainte liée aux véhicules électriques, à la nouvelle version de la 2712, la nomenclature des installations classées, là aussi, qui porte des exigences supplémentaires liées à la gestion des véhicules électriques, la loi AGEC en tant que telle, dont certains entendent parler effectivement depuis plus de 5 ans, on a l'impression qu'il y a un certain nombre d'entreprises,
évidemment à un moment clé de leur existence, d'une possibilité de vendre ou de transmettre l'activité, sont visiblement en train de prendre des décisions qui n'auraient pas été celles qu'on aurait pu entendre il y a une dizaine d'années encore, et la volonté de mettre un terme à leur activité, ça je l'entends. Et certainement de la concentration associée ou même des transferts qui ne se font pas. Enfin voilà, que des cas individuels, mais c'est des choses qu'on entend sur le terrain et que je n'entendais pas il y a encore quelques années. Merci. D'autres questions? Je garde la parole. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il va y avoir une vingtaine de systèmes individuels aujourd'hui? Parce que combien à l'instant T ont un agrément de système individuel? Il me semble que vous en avez cité 3 au début, c'est bien ça? Alors aujourd'hui, il y a déjà... Ah bah tiens, il faut que je mette les lunettes. Tu peux les... Attends, Non, sans chercher à être exhaustif et donc juste d'être obligé de suivre cette liste effectivement de demandes en système individuel, et au moment où on se parle, il y en a visiblement autour de 13 à 14 qui sont soit ont été présentés en CIFREP avec un résultat qui a été communiqué ce matin au 22 novembre, et puis d'autres marques dont on sait qu'elles sont encore dans les tuyaux. Donc on est assez facilement en train de dénombrer 17 ou 18 systèmes individuels en cours de demande auprès de la DGPR. Je voudrais ajouter que ces systèmes individuels passent par 3 prestataires. Un qui est Trace Auto, mais dans lequel on ne trouve que Volkswagen, je crois, que le groupe, pardon, Volkswagen. Donc ça, c'est Trace Auto, c'est un système individuel pour une marque, enfin pour un groupe de marques. Et puis ensuite, vous avez donc des prestataires de systèmes individuels. Vous avez Indra, et puis vous avez Valor Auto. Et ces 2 structures sont des prestataires des systèmes individuels des différentes marques. Donc vous allez trouver, par exemple, chez Indra, vous allez trouver, je ne vais pas dire des bêtises, mais Renault, évidemment, malin. Vous allez trouver Honda, MG, vous allez trouver Nissan, vous allez trouver, je crois, Harley Davidson, Alpine, enfin voilà, vous allez trouver d'autres marques qui viennent, qui prennent comme prestataire donc la société Indra pour mener à bien la gestion de leurs véhicules en fin de vie. Chaque marque donc, fait son système individuel en interne et puis passe par soit Indra, soit Valor Auto pour gérer effectivement son système individuel, enfin sa problématique de VHU, de véhicule en fin de vie. D'autres questions? On va changer. Merci. Pour autant, si je comprends, on parle de 3 acteurs qui vont permettre au SI de se lier avec les centres VHU, mais est-ce qu'on parle d'audit du coup pour chaque SI et non pas un audit Valor Auto, un audit Trace Auto, enfin... Oui, c'est une bonne question. De fait, peut-être qu'au plus simple, il n'y en aurait que 4. Mais c'est pas encore évident, c'est pas encore écrit tout ça. Et c'est pour ça que nous avons, chez FEDEREC, on a proposé aux opérateurs aujourd'hui reconnus qui font les audits, comme vous les connaissez mieux que moi, c'est vous qui les payez d'ailleurs, on leur a proposé de nous rendre une copie qu'on va pouvoir diffuser à tout le monde, à tous les metteurs en marché, à nos collègues d'autres fédérations, une copie pour qu'il y ait un seul audit par centre VHU pour toutes les marques. Donc c'est eux les professionnels, ils vont faire un tronc commun de ce qu'il faut montrer propre. Et puis il y aura une annexe 1, ce sera pour Renault par exemple, l'annexe 2, ce sera Volkswagen, etc. De façon à ce qu'il n'y ait qu'un seul audit. Alors ce matin, j'ai eu un retour positif d'une grosse marque française qui m'a dit « Ah oui, c'est une bonne idée, ça nous intéresse. » Voilà. Donc on va essayer de simplifier les choses comme ça. On essaie aussi dans FEDEREC d'être dans les comités, soit les comités, les CTO, soit les comités de parties prenantes. Au passage, je tiens à remercier effectivement tout de suite RMV pour nous avoir invités à son premier comité de parties prenantes. Je rappelle l'importance de ces comités qui permet effectivement d'avoir une vision globale, une vision horizontale sur ce qui se passe un peu partout, une vision transversale, de façon à ce que on mutualise un peu plus les choses, dont le problème de l'audit. Une autre question? Oui. Vous avez une question? Allez-y. Voilà. En fait, bonjour. La question, vous y avez peut-être répondu indirectement tout à l'heure. Est-ce qu'il est envisagé qu'il y ait un organisme coordinateur agréé quand on entend effectivement l'arrivée de
de 13, 17, 18 et demain peut-être 25 systèmes individuels qui ont chacun leur grille de lecture, leur appréciation, leur mode de fonctionnement. Et la question, dans la question, mais Nicolas y a en partie répondu, c'est est-il envisageable qu'il y ait une feuille de route commune à vous toutes et tous, puisque je sais que vous êtes au moins 3 ou 4 présents dans l'assistance, systèmes individuels et un éco-organisme, qu'il y ait une feuille de route commune pour les Outre-mer, puisque ce que l'on entend et ce que l'on voit aujourd'hui n'est effectivement pas encore, le travail n'a pas encore commencé. Voilà. Merci. Pour la feuille de route, peut-être que je laisserai un acteur vous répondre. Pour la première question, nous avons proposé effectivement donc il faut savoir qu'un metteur en marché, quel qu'il soit en France, qui est soumis à une REP, qui fabrique des ordinateurs, des voitures ou ce qu'on veut, s'il passe par un éco-organisme, il doit y avoir des communications entre les éco-organismes pour qu'effectivement des choses soient ordonnées, soient homogénéisées. Entre systèmes individuels, non. La loi n'impose pas que les systèmes individuels, entre eux, communiquent et essaient d'être un peu logiques sur une démarche au moins administrative. Donc, entre éco-organismes, oui. Entre SI, non. Donc, entre SI et EO, non plus. Donc, on a proposé au départ aux metteurs en marché, on leur a dit, il faudrait qu'on crée, comme ça, un organisme de coordination, je ne sais plus comment on l'avait appelé, Jean-François, qui serait un organisme un peu hors sol, qui n'est pas donc attendu, demandé par une législation, ça n'existe pas, mais on a proposé effectivement aux marques de mettre en place un organisme comme ça pour pouvoir essayer effectivement de linéariser et d'homogénéiser les choses. Alors, c'est une proposition qui pour l'instant n'a pas de suite pour 2 raisons. D'abord, techniquement, c'est pas évident. Quelle sera la structure, qui sera le président, comment elle va fonctionner. Et puis ensuite, on se rend compte que cette structure permettrait de régler effectivement des problèmes administratifs. On n'ira pas dans les problèmes commerciaux, évidemment, mais des problèmes administratifs. Les problèmes administratifs, on en a listé aujourd'hui 2, la gestion de la data et les audits. Peut-être qu'on va en trouver un 3e, un 4e, mais je pense qu'on peut effectivement trouver, et FEDEREC restera force de proposition sur le sujet, on peut trouver des solutions aujourd'hui à l'amiable, entre guillemets, en dehors de tout texte, pour que le côté administratif soit homogénéisé, soit allégé. Après, pour la feuille de route entre tous. Alors peut-être pour aller concret sur les territoires d'outre-mer, en fait, il y a un plan d'action qui est demandé d'être coordonné, enfin qui est proposé d'être coordonné entre les systèmes individuels et les co-organismes. Donc pour le coup, c'est explicite dans les textes et c'est pour ça qu'on anime une série de réunions hebdomadaires aujourd'hui sur le thème des véhicules abandonnés dans les territoires d'outre-mer, qui se distingue bien de toute l'action VHU qui doit être menée auprès du dernier détenteur, là aussi dans les territoires d'outre-mer. Je veux dire que l'action a commencé, puisqu'on a versé notre première prime au retour en Martinique au mois de juin. Donc on est conforme et l'action répond aux sollicitations qui sont faites en ligne sur le site recyclermonvéhicule.fr. Pour ce qui est de l'action des véhicules abandonnés, effectivement, c'est à la suite d'un plan d'action qui a été initié en 2018 que l'on est en train là de travailler tous ensemble sur les modalités d'action, notamment la caractérisation locale du nombre de véhicules abandonnés, de mesurer les actions que les uns et les autres doivent assumer en conséquence. Mais voilà, il y a des actions qui ont démarré, qui se coordonnent entre constructeurs malgré tout ce qu'on vient de dire. Merci Nicolas. On m'a fait des signes. Je voudrais, avant de conclure, je voudrais vous rassurer. Enfin, vous donner une vision un petit peu européenne. Vous savez qu'aujourd'hui, les filières VHU sont donc soumises à la directive européenne qui date de 2005, je crois, qui fixait à 95% les taux de recyclage, valorisation et valo énergétique des VHU. Cette directive européenne va être remplacée dans pas longtemps, je pense d'ici 2 ans. Il y a des gens d'ici de RIC qui pourraient me contredire ou pas, par un règlement européen de traitement des voitures. Donc ce ne sera pas uniquement le VHU, mais ce sera la voiture depuis son éco-conception jusqu'à sa destruction. C'est-à-dire qu'on va avoir un règlement européen, non pas une directive. Une directive, chaque pays peut adapter selon sa législation, donc cette directive européenne. C'est un peu un ordre de marche, un cap.
on va avoir une réglementation européenne, c'est-à-dire une obligation légale qui va devoir rentrer, qui vient par-dessus nos lois, et qui va donner les taux, notamment les taux de recyclage, de valorisation, de réemploi. Il faut démonter les phares, il faut démonter les moteurs, il faut démonter les pare-chocs, il faut tout démonter à la main. Il y a plein de choses un peu aberrantes. Donc forcément, on est au feu aussi sur ce sujet. Mais ce qui nous a toujours choqué, c'est que cette réglementation européenne va arriver, on le sait depuis plus de 5 ans. On avait proposé d'ailleurs à la DGPR, aux Français, d'attendre un petit peu ce qui allait se passer au niveau de la réglementation européenne. Non, donc on a aujourd'hui un problème à régler avec nos propres obligations nationales. Et d'ici 2 ans, je pense qu'il y en aura des nouvelles qui arriveront par effectivement un règlement européen qui viendra primer, qui viendra par-dessus nos obligations et nos lois françaises. Voilà, c'est juste pour vous dire que les choses évoluent. On ne peut pas rester... L'économie circulaire, c'est pas une vue de l'esprit. Effectivement, c'est normal d'exploiter au mieux un produit en fin de vie, notamment avec le réemploi. On est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord sur la REP, sur la loi AGEC, il n'y a pas de souci. On veut juste qu'on ne vienne pas s'immiscer dans les métiers que nous pratiquons, que nous connaissons et que nous maîtrisons depuis déjà une 30aine d'années au moins. Merci à tous et puis bonne fin de journée.